On continue? Bon, on continue. Vous êtes un peu ramolli là, ce matin. C'est difficile. Bon, allez, on y va. Ce topo, c'est un topo que j'ai extrait de la table ronde que nous avons faite avec plusieurs collègues et amis à la SOFOP. Les objectifs du traitement, c'est un petit peu ça finalement qui est important. Au vu de la littérature et du niveau de preuve. Bon, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de niveau de preuve. Premièrement, ne pas nuire. Et je vous l'ai dit, récupérez surtout une fonction en extension et en supination, mais vous ne pouvez pas choisir. Vous ne pouvez pas dire à votre patient, bon, mais vous, je vais vous donner plus d'extension, moins de supination. Non. Mais surtout avec le moins de douleur et le moins de gêne possible, et éventuellement le plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que le temps s'accélère, on envoie des SMS, on envoie moins de fax. Tout va très vite, on commande ses habits le dimanche, ils arrivent le lundi. Ce serait dommage de rester 3 mois sans bouger, quoi. Donc les choses vont un peu plus vite. Et le patient prend de la place. Donc il y a un humain autour de la fracture. Donc on ne peut plus dire la fracture est consolidée, comme on le disait pour les clavicules. Donc c'est bon. C'est bon, la fracture est consolidée, il n'y a pas de problème. Ou bien la fracture est consolidée et puis vous avez 30 degrés d'extension. Non. Il faut donc absolument minimiser les complications et éviter la iatrogénie. Éviter la iatrogénie. Iatrogénie prévisible. Car un patient content, c'est un patient à qui vous avez expliqué ce qui va arriver. Si le patient découvre seul ce que vous saviez avant, il va être chagrin. Chagrin va-t-il être ce patient? C'est pour ça que, quand vous avez un petit doute, qu'est-ce que je ferai pour moi? Qu'est-ce que je ferai pour ma mère? Ça simplifie le problème à outrance, mais au moins, vous n'avez plus qu'une variable à traiter. Ah! Qu'est-ce que je ferai alors pour cet être cher qui est mon patient? Je vais lui éviter des complications. Et puis, expliquer ce qui va arriver en termes de temps. En orthopédie, en chirurgie de reconstruction. Ça prend du temps. Il faut 9 mois pour faire un bébé. Quand on a une fracture du radius ou un traumatisme du poignet, autour du poignet, il va falloir compter en mois, pas en semaines. Ça va prendre 3 à 6 mois, le temps de se réapproprier un poignet qui remarche à peu près normalement. Il faut le dire. Mais encore faut-il le savoir. Et c'est pour ça que n'oubliez jamais de revoir vos patients. La meilleure façon de penser qu'on a de bons résultats, et d'y croire, c'est de ne pas revoir ses patients. Dès que vous les revoyez, c'est pas pareil. Et sachez les revoir 15 jours après une opération et 6 semaines après une opération. C'est là que vous allez vérifier que les choses sont dans la logique. Les choses se passent normalement. Les outils, ce sont des guidelines, mais il n'y en a pas beaucoup de guidelines. Quand on analyse la littérature, il y a un très gros livre que je vous recommande d'acheter quand vous êtes un orthopédiste, c'est ce gros livre. Ce gros livre qui est très pédagogique, et au-delà de dire c'est de la science basée sur les preuves, c'est un très joli livre, car il balaye tous les sujets de l'orthopédie et de la traumatologie, où on se pose des questions. Est-ce qu'il faut opérer les fractures du radius distal? Comment on les opère? En fonction des études randomisées publiées dans la littérature. Donc, je vous encourage à vous faire offrir cette Bible du savoir avec des questions simples. Concernant les guidelines, il y en a 2 en Europe, certainement. Ce sont encore nos collègues du nord d'Europe qui montrent l'exemple, en Norvège et en Danemark, et au Danemark. En Autriche et en Allemagne, il y en a, mais je n'ai pas réussi à me les approprier et les obtenir pour les traduire. Nous devons analyser la fracture et définir le déplacement, pour savoir si on estime que c'est déplacé ou pas, et savoir si c'est déplacé, on doit le traiter, ce patient. Il va falloir analyser aussi l'humain autour de la fracture, comme je vous l'ai dit, pour connaître ses besoins. On n'a pas tous besoin du même traitement. Et définir donc l'indication opératoire, j'opère ou j'opère pas. Et savoir s'il y a ou pas à reconstruire l'anatomie dans ce projet thérapeutique. On peut laisser une fracture déplacée sans la réduire. Ça dépend du besoin des patients. Savoir si on fait cela pour bouger tout de suite, là encore dans une logique de temporalité. Est-ce que je suis en 2017 ou pas en 2017, mais quelle que soit l'époque, on n'a pas besoin de faire payer aux patients d'attendre. C'est intolérable d'attendre dans une salle d'attente. Des fois, on ne peut pas faire autrement que d'attendre.
Mais moins on attend, plus on est content. Souffrir pour être beau, c'est limite. C'est limite. Attendre en pensant qu'on va être mieux soigné, c'est pas vrai. Donc, si on peut donner une utilité et une fonctionnalité au poignet le plus vite possible pour le patient décide seul de ce qu'il a à faire, c'est pas mal. C'est ça notre rôle finalement. Et puis, effectivement, quel prix? Quel prix quand on va nous demander de faire des économies? Il faut analyser la fracture, c'est grâce aux radios de phase, de profil, de 3/4. Le profil à 15 degrés nous permet de bien analyser, quand on est au bloc opératoire, l'interligne. Profil à 15 degrés, c'est, vous voyez, on penche le radius. Si on fait un vrai profil, on va être gêné par la styloïde. Si on penche le radius, le rayon rentre dans l'articulation et on voit si les vis sont dans l'articulation. C'est quoi le normal? On a une interligne articulaire qui est égale, on a une congruence. Et puis une articulation normale, c'est une articulation concentrique, c'est-à-dire qu'on a le même centre. Voilà une articulation de profil. Voilà un poignet qui est concentrique. C'est ça, un poignet qui n'est pas concentrique. Il n'a pas le même centre. Donc il faut savoir si on a un poignet qui est devenu concentrique, ou qui est resté concentrique, ou qui est devenu excentrique, il a perdu le même centre. Et puis deuxièmement, il faut savoir s'il est congruent, c'est-à-dire s'il y a des marches d'escalier, quoi. C'est ça en fait une articulation qui marche. Une articulation qui fonctionne, c'est une articulation qui est congruente et qui est concentrique. Une articulation qui ne va pas bien marcher, c'est une articulation qui est ou excentrique, ou qui n'est pas congruente. Donc vous voyez que toutes les articulations, on peut avoir ce type de raisonnement. A-t-elle perdu son centre? Est-ce que toutes les articulations qu'il y a dans ce poignet ont le même centre ou pas? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des marches d'escalier qui se promènent? Et puis il va falloir regarder comment est la zone métaphysaire avec Jackie Laurent. La métaphyse, l'épiphyse et l'ulna. Aujourd'hui, dans la littérature, on peut dire à quel moment les résultats seront les moins bons. Les résultats vont être les moins bons quand, et vous voyez qu'à gauche, on a une normale, la pente de face est à 20-25 degrés. Quand on va être horizontalisé autour de 10 degrés, ça ne va pas aller. De profil, on sait que on regarde 10 à 15 degrés en avant. Il ne faut pas regarder en arrière. Si on regarde en arrière, on sait qu'on aura de mauvais résultats. Quand on a une marche d'escalier, on sait que si cette marche d'escalier est laissée en place avec un décalage de plus de 2 mm, ça ne va pas aller. Et puis, si on laisse un radius raccourci de plus de 6 mm, ça ne va pas aller. Vous voyez qu'il y a une différence entre un radius normal et un radius cassé qui aurait consolidé en mauvaise position. Tant que ce radius cassé consolide en mauvaise position, mais ne dépasse pas certaines valeurs, on aura de pas si mauvais résultats. Voilà pourquoi, dans de grands nombres de cas et dans un grand nombre de séries, une réduction non anatomique donne finalement des résultats fonctionnels bons, parce qu'on n'a pas quitté la zone de ce qui est acceptable. Vous connaissez cette cinétique de survenue des lésions. Ce qui est important, c'est à côté de moins on a d'énergie, plus on va avoir des lésions que métaphysaires, et plus l'énergie progresse, plus on va avoir des lésions articulaires et des luxations. Il faut savoir penser au patient. Est-il actif ou pas? Est-ce qu'il se sert de ses poignets, de ses mains? Est-ce qu'il est dépendant au point de ne pas se servir de ses mains et de ses poignets? Auquel cas, il va falloir qu'on soit modeste dans l'objectif thérapeutique, on ne va peut-être pas opérer. A l'inverse, un patient qui a besoin de ses mains pour des cannes, pour se laver, pour manger, ben il faut lui donner un poignet utile. C'est Guillaume Herzberg avec cette checklist, ce PAF, que je vous conseille de vous approprier et d'utiliser. Vous pouvez faire un registre dans votre service quand vous serez autonome pour checker, enregistrer toutes les variables qui ont un poids dans les fractures du radius distal. Mais c'est une checklist qui concerne le patient, actif ou pas. Ici, on a une catégorisation simple
mais utile du patient, et puis on va analyser le radius. Est-ce qu'il y a des lésions métaphysaires, épiphysaires, est-ce qu'il y a des lésions associées dans le carpe, etc. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut analyser le patient, il faut analyser la lésion, il faut analyser tout cela pour, à chaque problème, trouver une solution. Reconstruire l'anatomie, je vous l'ai dit, avant 65 ans, il y a un parallèle. Donc avant 65 ans, il n'y a pas de doute. Après 65 ans, on s'aperçoit que dans la littérature, que reconstruire l'anatomie ne redonne pas de meilleurs résultats fonctionnels. Oui, dans cette tranche d'âge, si on se donne du mal pour redonner l'anatomie, on ne va pas avoir de super meilleurs résultats que si on avait laissé des résultats pas tout à fait anatomiques. Attention, on voit bien aussi qu'après 70 ans, si on interroge les gens sur le délai de récupération, avec des scores pour cela, le quick dash notamment, et qu'on donne un quick dash fréquemment, on va s'apercevoir que l'ostéosynthèse, même si à terme elle ne donne pas de meilleurs résultats que de ne pas opérer, dans certains déplacements et dans une certaine population, plutôt après 65 ans, l'ostéosynthèse, c'est-à-dire la réduction-fixation, redonne un résultat plus rapide. On se resserre de son poignet plus vite. Ah, mais c'est sûr que si on demande aux gens, quand ils sont arrivés en vacances, qu'ils sont bien en vacances, comment s'est passé le voyage, ils sont tous contents pareil. Qu'ils soient venus en vélo, en train, en voiture, en stop. Par contre, si pendant le voyage, on leur demande alors ça va ce voyage, à pied là, t'as pas mal aux pieds, ça te chauffe pas là sous les pieds, c'est pas pareil. Quand on demande aux gens, de façon prospective, toutes les semaines, comment ils vont après leur fracture, dans le plâtre, ou qui bougent, mais c'est pas pareil. Donc on va pouvoir faire dire tout ce qu'on veut aux outils qu'on aura utilisés, ça dépend à quel moment on interroge les gens. On sait avec ces études d'analyse précoce qu'un poignet, vous voyez, il va récupérer 10 à 15 degrés par mois, et qu'en 6 mois, il va récupérer presque la fonction, avec une perte finalement de 10 degrés à la fin. Voilà ce que c'est un poignet qui est normalement récupérant après une fracture. Ça n'est pas parce qu'on réduit et qu'on fixe et qu'on reproduit l'anatomie après 65 ans qu'on aura de meilleurs résultats. Ça sera presque pareil que ceux qu'on aura réduits. Sauf que, à l'inverse, c'est dans les déplacements secondaires ou dans les calvicieux que les résultats fonctionnels sont les plus mauvais. Ainsi donc, reconstruire l'anatomie, c'est pas pour donner des meilleurs résultats après 65 ans. Reconstruire l'anatomie, c'est pour éviter un ennui. C'est pour éviter un déplacement secondaire. C'est pour éviter un calvicieux. Voilà pourquoi on va opérer ces gens. Parce qu'on ne sait pas ceux qui vont se déplacer. Et quand on réduit et on plâtre, il y en a plus de la moitié qui vont se déplacer. Lesquels? On ne sait pas. Donc c'est vrai que ostéosynthéser, réduire d'abord et fixer une fracture déplacée après 65 ans, ça ne donne pas de meilleurs résultats dans certains cas que de réduire et plâtrer. Mais à l'inverse, de réduire et plâtrer va donner des déplacements secondaires et peut-être des calvicieux, ça consolide en état, qui eux constituent un sous-groupe où les résultats sont moins bons. Vous voyez le cheminement? On est quand même parti de il n'y a pas de parallèle radioclinique. Si, ça dépend comment on analyse les choses. Donc le but est bien d'éviter les déplacements secondaires et les calvicieux, et donc de se rapprocher de l'anatomie. C'est probablement le meilleur moyen pour éviter les ennuis. Quand il n'y a pas d'indication opératoire, c'est-à-dire quand c'est pas trop déplacé, quand on est en dessous des valeurs dont on parlait. De face, ça ne s'est pas horizontalisé à plus de 10 degrés. De profil, ça ne s'est pas basculé en arrière. De face, il n'y a pas de marge d'escalier visible. Et de face, il n'y a pas une ascension du radius. Si ce n'est pas trop déplacé, on peut faire un traitement orthopédique, il n'y a plus de nécessité de prendre le coude, et au moins 6 travaux, comme l'a rappelé Philippe Liverneau, nous posent la question de est-ce qu'il faut vraiment plâtrer? Est-ce qu'une orthèse ne suffirait pas? Donc vous voyez, quand on vient de prendre le coude pour un traitement orthopédique et fléchir le poignet ou l'incliner, non, aujourd'hui quand on fait un traitement orthopédique, c'est qu'a priori c'est peu ou pas déplacé, il faut mettre une immobilisation antébrachiopalmaire, en extension neutre ou en légère extension, mais pas d'hyperflexion, pas d'inclinaison,
Et il ne faut pas prendre de coude. Voilà le niveau de preuve. Et il n'est pas nécessaire de faire plus d'une radio dans les 3 semaines. Pas besoin de 2. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que le déplacement, il ne va pas survenir trop. Si on a bien choisi sa fracture peu déplacée. Par contre, si on réduit la fracture déplacée et qu'on la place, elle va se déplacer dans plus de 60% des cas. On n'est pas dans le même truc. On parle de l'idéal de traitement orthopédique. Et donc, il faut surveiller la douleur dans ce cas. Puisqu'une étude suisse a montré qu'un patient qui a une EVA de plus de 5 pendant 5 jours de suite, après une fracture du distal, est très à risque de faire un syndrome régional douloureux complexe de type 1, c'est-à-dire l'algodystrophie. Quand on a envie d'opérer, c'est parce que la fracture est déplacée et que le patient est actif. Les plaques antérieures donnent des résultats rapides, plus rapides que les autres techniques, meilleurs jusqu'à 3 ou 6 mois selon les études. Par contre, quand on regarde et qu'on analyse les patients à 1 an, il n'y a pas de différence avec les autres traitements. La plaque permet d'aller plus vite. Là encore, choisir son traitement, c'est choisir ses complications. Vous avez vu dans le topo d'avant qu'on peut avoir des complications variables selon les traitements. Bouger quand? Qu'on pousse nos patients à bouger vite parce qu'on leur a mis une plaque, ça ne change rien par rapport au fait qu'on puisse les autoriser uniquement à bouger qu'à 6 semaines. Ça, c'est en faveur des gens qui continuent à mettre des broches et mettre un plâtre. C'est rassurant pour eux. Mais ce qui est intéressant d'en mettre une plaque et de ne pas immobiliser de façon automatique, c'est de laisser le patient libre. C'est pas politique comme discours. C'est de dire au patient, écoutez, je vous ai mis une plaque, c'est bien, débrouillez-vous. Quand vous me voyez m'approcher de ce fil, levez les bras. Donc l'idée, c'est de laisser les patients autonomes et responsables, faire ce qu'ils veulent avec leur poignet opéré. Pour conclure ce topo de guideline, les fractures sont les mêmes, mais les patients et les outils ont un peu changé. Les outils sont plus sûrs, ils évitent certaines complications mais en créent d'autres. Tout dépend du chirurgien qui doit s'adapter au patient. Quelles sont ses inquiétudes, quelles sont ses demandes? L'os devient de plus en plus fragile, mais la demande est toujours plus importante. Donc l'idée, c'est bien de redonner une qualité de vie, une autonomie au patient, en évitant les iatrogénies. Voilà ce que je voulais vous dire pour ces guidelines.